À 4 heures, 57 camions s'arrêtent net comme coupés du monde. Sous une aide humanitaire apparente, l'interception révèle une mécanique logistique et financière, lourde, trop cohérente pour relever d'un simple hasard. Que vaut la sécurité d'un pays quand Ibrahim Traoré exige de mesurer, prouver, puis contenir avant que la peur ne gouverne? Si le convoi passait, tout basculait. Ce récit ne cherche pas l'effet spectaculaire, mais la méthode. Il promet au spectateur une lecture claire, étape par étape, pour comprendre ce qui s'est joué autour de l'interception et ce que cette scène dit d'un État confronté à une opération complexe. L'intérêt est simple. Distinguer le vérifiable du narratif, en 10 à 12 mots, sans céder à la panique. L'enjeu dépasse l'inventaire d'une saisie. Il touche à la capacité d'un pouvoir à détecter, à se documenter et neutraliser une menace avant qu'elle ne produise ses effets politiques. Lorsqu'un convoi aussi coûteux converge, il suppose du temps, des relais et une confiance dans le silence. Cela force une question stratégique. Quels angles morts ont permis une telle convergence sans alerte précoce? La suite suivra un principe constant, partir des éléments disponibles, les relier sans extrapoler, puis mesurer ce que cette prévention change pour les institutions, les citoyens et la région. Et si la vraie bataille commençait après l'arrêt des camions? En quelques minutes, l'opération cesse d'être un contrôle de frontières et devient un dossier stratégique. 57 camions neutralisés et une capacité militaire prépositionnée, évaluée à plus de 700 millions de dollars. Ce chiffre ne sert pas à frapper l'imaginaire, mais il sert à comprendre pourquoi l'État traite chaque véhicule comme une scène distincte et non comme une prise unique. Avant l'aube du 16 août, la séquence commence loin du point d'arrêt. Les camions ne convergent pas d'un seul mouvement. Ils partent de lieux différents, avancent sans phare, puis se regroupent près de la frontière togolaise selon une synchronisation trop exacte pour être improvisée. La logistique vise à retarder l'alerte, compartimenter les rôles, réduire les signaux visibles, maintenir la masse invisible jusqu'au dernier moment. La question centrale n'est donc pas seulement que transportait-il, mais plutôt comment une convergence aussi lourde a-t-elle pu rester silencieuse si longtemps? À Ouagadougou, Ibrahim Traoré est informé heure par heure. La consigne, telle qu'elle se dessine dans le récit, tient en une ligne, ne pas nourrir l'emballement, consolider le dossier. Cela impose une discipline concrète, chaque conducteur est interrogé séparément, chaque numéro de série est consigné, chaque trajet est reconstitué. L'objectif n'est pas de gagner une bataille de communication, mais de rendre la preuve plus solide que la rumeur. Cette posture transforme l'interception en enquête systémique. Suivre les itinéraires, croiser les flux financiers et remonter vers une architecture de commandement possible. Le contexte régional donne son poids à cette lecture. Au Sahel, la circulation d'armes est diffuse, mais rarement structurée à ce niveau de cohérence, de coût et de camouflage. Ici, le convoi apparaît comme la partie visible d'un mécanisme plus large, et l'interception comme un test de souveraineté documentaire prouvé, avec des objets peu traçables, que l'État peut agir avant que la peur ne dicte la suite. Reste un point de tension. Si tout est si préparé, quel détail a fissuré le silence au moment décisif? Le fil humain de l'interception passe par un officier de terrain, le capitaine Moussa Kaboré, responsable des gardes-frontières dans la région des Canaris. Depuis des années, il observe les routes comme un système vivant, attentif aux écarts d'horaire, aux ruptures de cadence, aux détails qui signalent un passage anormal. Dans la nuit du 16 août, ce ne sont pas les camions qui l'alertent d'abord, mais leur discipline. Une synchronisation trop propre, des phares éteints, une avancée silencieuse qui trahit une préparation longue. Un premier détail, presque invisible, suffit à changer la lecture. Un véhicule apparaît en tête, avance sans bruit, un appui ralentit exactement au même endroit qu'un autre, quelques secondes plus tard. Pour un regard pressé, rien d'extraordinaire. Pour Kaboré, c'est un code. La file se comporte comme une unité, pas comme une suite d'initiatives individuelles. Il comprend que l'enjeu n'est pas un contrôle classique, mais une fermeture complète, au bon moment, avant dispersion. Puis vient un second signe, tout aussi parlant, quand les 15 hommes se déploient, appuyés par 2 véhicules blindés légers et un drone militaire, la manœuvre reste sobre. Aucun geste inutile,
aucune mise en scène. Le dispositif est suffisamment précis pour figer la file sans provoquer d'affrontement. Au moment où le premier camion s'immobilise, puis le second, puis le troisième, l'impression change immédiatement. L'unité ne fait plus face à une irrégularité isolée, mais à une structure organisée qui accepte soudain d'être immobilisée. Lorsque les caisses s'ouvrent, sous des sacs de farine et de lait en poudre apparaissent des armes neuves conditionnées avec une rigueur industrielle. Pour Caboret, l'impact est net. Ce qui est arrêté n'est pas une cargaison opportuniste, mais une capacité prête à basculer. La coordination d'urgence s'enclenche vers Ouagadougou avec une consigne simple: préserver la preuve, éviter la panique, tenir la ligne. Stopper la menace change plus que la nuit. Avant 4 heures, la scène paraît presque ordinaire et c'est précisément ce qui la rend dangereuse. Des camions circulent sur des axes secondaires chargés de marchandises, présentés comme humanitaires, sans attirer l'attention immédiate. Puis tout change, la masse cesse d'être dispersée et devient un convoi complet. À cet instant, ce qui semblait routinier prend la forme d'un mécanisme, et le mécanisme appelle une fermeture totale plutôt qu'un simple contrôle. D'abord, tout se joue dans la phase d'activation. Les véhicules ne partent pas d'un même point, ils quittent des zones distinctes, à des heures décalées, selon une logique de compartimentation. Chacun joue son rôle sans voir l'ensemble. Les phares restent éteints, non par bravade, mais pour réduire les signaux visibles. La route devient un couloir silencieux. La convergence tardive près de la frontière togolaise n'a rien d'une coïncidence. Elle ressemble à une méthode pour retarder l'alerte jusqu'à la dernière minute, le temps que la file soit complète et difficile à fragmenter. Le risque calculé est simple. Si l'alerte survient trop tôt, la structure se disperse. Si elle survient trop tard, la frontière est franchie et l'effet politique devient irréversible. Ensuite vient le verrou. À 4 heures, le dispositif s'enclenche sans improvisation. Les accès se ferment, les routes secondaires sont coupées, les patrouilles avancent par segments. Le premier camion s'arrête, puis le second, puis le troisième, comme si un seul geste avait tiré un fil invisible. L'effet domino est immédiat. En moins de 5 minutes, la dynamique change de camp. Ce n'est plus le convoi qui impose le rythme, mais l'interception qui dicte la cadence. En un quart d'heure, 57 véhicules sont immobilisés, sans échange de tirs inutiles. La vitesse ne vient pas d'une brutalité, mais d'une anticipation. Tout indique que le point d'arrêt a été choisi pour capturer la totalité plutôt qu'un fragment. Enfin, le climax impose sa propre évidence. Lorsque les bâches sont soulevées, l'illusion humanitaire se fissure. Sous des sacs de farine et de lait en poudre apparaissent des armes neuves, des grenades soigneusement emballées, des roquettes alignées avec une précision clinique. Le choc ne vient pas seulement de l'arsenal, mais de sa cohérence. Les volumes suggèrent une capacité conçue pour durer, pas pour intimider un soir. Sur le terrain, la perception bascule. L'unité n'a pas stoppé une irrégularité, elle a intercepté une architecture opérationnelle. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré reçoit les premiers rapports et coupe court à toute tentation de mise en scène. La consigne est nette: sécurisation totale du périmètre, aucune preuve détruite, aucune narration improvisée. Les forces spéciales sont dépêchées. En ce moment-là, les équipes médico-légales prennent position. Chaque mètre est balisé et photographié. Cette décision n'est pas seulement tactique, elle est stratégique. Elle vise à transformer l'instant en dossier et le dossier en capacité de tenir face aux récits concurrents. Les numéros de série deviennent centraux, non pour fabriquer un symbole, mais pour relier des objets à des itinéraires et à des chaînes d'achat. Puis viennent les répliques. À 13 heures, des conducteurs paniquent et tentent de fuir, révélant une intention claire: quitter l'image avant qu'elle ne devienne preuve. Les chemins sont déjà bloqués. De nouveaux camions sont ouverts et l'ampleur dépasse les estimations initiales. La cellule de crise se réunit, les images satellites sont projetées et les itinéraires sont tracés sur un mur entier. L'événement n'est plus une saisie. Afogo, c'est une guerre stoppée avant son déclenchement et un test de souveraineté tenu sans emphase. Au départ, l'interception ressemble à une opération de contrôle. Après l'inventaire, elle devient la cartographie d'une capacité de basculement. La différence ne tient pas au ton officiel, mais à la structure des quantités et à leur cohérence, car les chiffres décrivent une intention bien plus qu'une simple accumulation.
Ici, la preuve n'est pas un décor. Elle sert à mesurer ce que le convoi aurait permis de faire et pendant combien de temps. Un premier repère apparaît, environ 25 000 fusils de type AK, 47 sont recensés, dont une part renvoie à des stocks libyens post-2011. Ce volume équipe plusieurs brigades et soutient un contrôle prolongé. Pris seul, ce chiffre pourrait n'être qu'une statistique spectaculaire. Mais il devient signifiant parce qu'il s'inscrit dans une logique de compatibilité. Pièces interchangeables, approvisionnement en munitions standardisées, capacité à maintenir une force sur la durée sans dépendre d'un unique fournisseur. Autrement dit, il ne s'agit pas d'intimider un adversaire pour un soir, mais de tenir un territoire en rendant la violence soutenable logistiquement. Le choix même du conditionnement, présenté comme rigoureux, renforce cette lecture. L'arsenal n'est pas transporté comme un reliquat opportuniste, il est déplacé comme une ressource prévue pour être distribuée rapidement. Un second repère affine la lecture, près de 10 000 fusils M16 apparaissent, portant des codes liés à des chaînes d'exportation européennes. La diversité des sources réduit le risque d'alerte unique. Ce second ensemble change la nature du dossier, parce qu'il introduit la combinaison, donc la capacité d'absorber plusieurs origines sans s'effondrer au premier point de détection. Mélanger des provenances n'est pas un hasard, c'est une méthode. Elle complique l'attribution, elle fragmente les pistes, elle exige des relais stables capables d'acheter, stocker, reconditionner, puis livrer. Pour les enquêteurs, cette variété n'est pas un détail technique. Elle agit comme une signature, un réseau doté de temps, d'argent et d'une discipline suffisamment solide pour maintenir le silence jusqu'au dernier kilomètre. Un troisième repère change la gravité tactique du dossier. Plus de 400 missiles antiaériens sont retrouvés dans différents conteneurs, certains encore scellés. Ils peuvent nier l'accès aérien et contraindre des décisions politiques. Ce chiffre, à lui seul, fait basculer l'affaire du champ criminel vers le champ stratégique. Les systèmes capables de menacer l'aviation changent l'équation sécuritaire, car ils transforment l'espace. Ils réduisent la mobilité, ils augmentent le coût des opérations, ils créent une fenêtre où l'adversaire hésite. Leur présence rend cohérente l'hypothèse d'un plan visant à forcer des choix sous pression plutôt qu'à alimenter une contrebande banale. Ces trois mesures, prises ensemble, déplacent l'analyse. Les volumes parlent d'eux-mêmes, stockage pensé à l'avance, transport calibré, activation rapide. Les chiffres cessent d'être des données brutes. Ils deviennent une carte de capacité. Donc c'est dans ce cadre que la décision d'Ibrahim Traoré d'exiger le croisement systématique des numéros de série avec des bases partenaires prend son sens. Réduire l'erreur d'attribution et réduire l'espace de la bataille des récits. Plus la chaîne de preuves est nette, moins la manipulation dispose d'air. Reste la question lourde, et elle ne nécessite pas d'ajouter des hypothèses. Comment une architecture aussi massive a-t-elle convergé si tard dans la détection ? La réponse, telle que la méthode l'impose, est un travail de liaison. Relier les chiffres aux routes, relier les routes aux paiements, relier les paiements au centre décisionnel. C'est ce passage du volume à la relation qui transforme une saisie en démonstration et qui rend la prévention documentée plus puissante que la réaction spectaculaire. Deux interprétations concurrentes émergent dès que l'affaire devient publique et les exposés sans caricature aident à comprendre la bataille du sens. La première, dite minimaliste, soutient que l'État aurait amplifié la menace pour consolider son autorité. Dans cette lecture, le convoi sert de levier intérieur. Un pouvoir en quête de stabilité dramatise un épisode grave pour ressouder l'opinion, marginaliser ses opposants et reprendre l'initiative médiatique. Les partisans de cette thèse ajoutent qu'en période d'incertitude, l'argument sécuritaire autorise des procédures exceptionnelles et que l'événement pourrait donc être principalement domestique, la dimension géopolitique n'étant qu'un décor utile. L'axe central n'est pas la logistique, mais l'effet politique recherché. La seconde interprétation, maximaliste, affirme au contraire qu'il s'agit d'une ingérence extérieure organisée. Elle insiste sur la convergence de 57 camions, la diversité des provenances matérielles et la sophistication du camouflage.
Dans ce cadre, l'interception n'est ni un accident, ni une contrebande opportuniste, mais une opération concertée, planifiée sur plusieurs mois, conçue pour contourner les radars et reconfigurer un rapport de force régional. Le convoi serait une pièce d'un mécanisme plus vaste, où l'argent, les relais et des couvertures administratives serviraient d'écran. Le test analytique n'est pas de choisir l'histoire la plus frappante, mais celle qui explique le mieux l'ensemble des éléments disponibles sans tordre les faits. Or, plusieurs points pèsent lourd contre la lecture strictement domestique. D'abord, la matière est traçable, numéro de série, origine multiple, conditionnement standardisé. Une amplification rhétorique ne suffit pas à fabriquer une cohérence logistique de cette densité. Ensuite, la méthode décrite, départ depuis des zones distinctes, convergence tardive, compartimentation des rôles, phares éteints, correspond davantage à un schéma pensé pour réduire les signaux qu'à une improvisation interne. Enfin, la réaction institutionnelle, telle qu'elle est rapportée, privilégie la chaîne de preuves plutôt que l'annonce. Ibrahim Traoré exige des interrogatoires séparés, un inventaire minutieux et un croisement systématique des séries, ce qui réduit l'avantage d'un simple coup médiatique. La lecture minimaliste pourrait tenir si l'on ne disposait que d'un discours officiel. Mais ici, le cœur du récit repose sur des objets, des volumes et une discipline de documentation. Dans ces conditions, l'hypothèse la plus parcimonieuse n'est pas celle qui minimise, mais celle qui relie. Tout change avec un dossier. À mi-parcours, un élément fait basculer l'affaire. Un plan intitulé « Démocratie restaurée » apparaît, accompagné de documents préparatoires et de décrets déjà rédigés pour le bas-prêt. Ce n'est plus seulement une histoire de transport et de caisse, c'est l'ossature d'une prise de pouvoir écrite à l'avance. L'arsenal cesse d'être un moyen logistique et devient la garantie matérielle d'un calendrier politique. Présenté à Ibrahim Traoré, ces éléments déplacent immédiatement la stratégie. La priorité n'est plus seulement de sécuriser un périmètre, mais d'empêcher la capture du récit par des narratifs concurrents. Les fichiers, les identités multiples et les échanges codés décrits par les enquêteurs dessinent un maillage où se croisent relais financiers, intérêts liés à la défense et couvertures administratives. Rétrospectivement, le convoi ressemble moins à une livraison qu'à une clé destinée à rendre possible la suite. Le point médian tient dans ce déplacement. L'État passe de la réaction à l'exposition méthodique. La lumière devient une arme défensive car elle réduit l'espace de la manipulation. À partir de là, l'affaire n'est plus une saisie spectaculaire, mais une épreuve de souveraineté documentaire. Pour les institutions nationales, l'effet est d'abord organisationnel, presque silencieux. L'interception transforme une alerte en protocole et un protocole en routine, ce qui change la manière même de gouverner le risque. Les chaînes de commandement se resserrent, la coordination interservices devient moins exceptionnelle et la gestion de la preuve passe du réflexe sécuritaire à une architecture administrative. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, la ligne affichée est claire. Documenter avant de proclamer, puis laisser la cohérence parler à la place du commentaire. À court terme, cela renforce la crédibilité interne. À moyen terme, cela impose une discipline coûteuse mais durable car elle exige de tenir la méthode quand l'attention médiatique retombe. Pour les entreprises, l'onde de choc est paradoxale, faite de freinage et de réorientation. D'un côté, des signaux de prudence extérieure, des annonces de sanctions et des inquiétudes sur l'assurance créent un climat d'incertitude pour les importations stratégiques. De l'autre, la lisibilité nouvelle du cadre décisionnel attire des partenaires alternatifs, qui préfèrent traiter avec un État capable d'établir une chaîne de preuves plutôt qu'avec un environnement opaque. Le résultat n'est pas un isolement mécanique, c'est un réalignement où certaines activités ralentissent, tandis que d'autres se déplacent vers des circuits jugés plus prévisibles. Cette réallocation du risque devient une forme de sélection économique sans qu'elle soit nécessairement annoncée comme telle. Pour les citoyens, l'impact est surtout psychologique et il travaille la société en profondeur. Les images d'armes empilées produisent une émotion ambivalente, fierté d'avoir évité le pire, effroi devant ce qui aurait pu advenir et fatigue devant la répétition des menaces.
dans les villes comme dans les zones frontalières. En ça, la sécurité cesse d'être une abstraction lointaine et devient une expérience collective, liée à des preuves visibles et à des procédures compréhensibles. Cette visibilité apaise autant qu'elle inquiète, car elle rappelle que la protection fonctionne, mais qu'elle n'est jamais acquise. Lorsque Ibrahim Traoré insiste sur la cohérence du dossier, cela ne rassure pas seulement par la force, cela rassure par la promesse que la peur ne pilotera pas la décision. Pour la région, la conséquence est stratégique parce qu'une opération stoppée à une frontière modifie les calculs des capitales voisines. Des audits internes sont lancés, des échanges de renseignements s'intensifient et des coordinations nouvelles apparaissent, non par solidarité de principe, mais par intérêt partagé. Même les organisations régionales, confrontées à la circulation diffuse des armes, ne peuvent ignorer qu'une convergence lourde a été détectée et neutralisée, ce qui rehausse le seuil de vigilance. Le signal transmis est simple. Une architecture coûteuse peut échouer si les signaux faibles sont reliés à temps et si la preuve est préservée. Sur l'horizon des 6 à 12 prochains mois, 3 trajectoires se dessinent. Elles ne sont pas des prophéties, mais des cadres de lecture utiles pour raisonner sous contrainte à partir d'éléments déjà observables. Elles permettent surtout de distinguer ce qui dépend d'une méthode interne, la preuve, la coordination, la discipline, et ce qui dépend de forces externes, pression économique, bataille narrative, recomposition régionale. Dans une trajectoire de base, la stabilisation est progressive et incomplète. L'enquête avance par strates, consolide des dossiers solides sans tout résoudre d'un seul coup, et les institutions renforcent leur routine de contrôle. Les tensions diplomatiques persistent, mais restent contenues, faute de bénéfices évidents à l'escalade ouverte. Les dispositifs annoncés après l'interception, audit, suivi des flux, coopération ciblée, produisent des effets mesurés, parfois invisibles au quotidien, mais réels dans la réduction des angles morts. Si cette trajectoire prévaut, le pays tient sans transformer encore. L'enjeu devient l'endurance administrative. Maintenir la méthode quand l'urgence médiatique s'éteint et que l'attention publique se disperse. Dans une trajectoire plus favorable, l'affaire déclenche un effet d'entraînement régional. La démonstration de capacité documentaire devient un précédent, en encourageant un partage d'informations plus dense et des coopérations opérationnelles régulières. Des échanges intra-africains s'intensifient, des cadres de confiance s'élargissent et des investissements se réorientent vers des projets dits souverains perçus comme plus lisibles. Dans cette configuration, la transparence cesse d'être défensive et devient un actif politique. Elle attire parce qu'elle réduit l'incertitude. Le pays ne se contente plus d'avoir évité le pire, il devient un point d'appui institutionnel, capable de transformer une crise en levier de coordination. Dans une trajectoire plus dure, une contre-offensive silencieuse s'installe. Elle ne prend pas la forme d'une confrontation directe, mais d'une érosion graduelle. Sanctions supplémentaires, pression financière, campagne de désinformation, hausse des coûts d'importation, ralentissement des circuits logistiques, la cohésion forgée pendant la crise est mise à l'épreuve par la fatigue et par la multiplication de récits concurrents. Si cette trajectoire s'impose, la stabilité dépendra de la capacité à garder la preuve lisible dans le temps et à empêcher que le doute ne devienne un marché. Une recommandation traverse ces 3 scénarios, raisonner en capacité d'anticipation plutôt qu'en réflexe de réaction. Si l'État relie les signaux faibles, documente avant de proclamer et transforme chaque alerte en routine, alors la vulnérabilité recule, même sans certitude absolue. Au-delà des institutions, l'affaire se déploie dans la vie quotidienne par cercles successifs, chacun recevant l'événement comme une expérience vécue plutôt que comme un simple fait d'actualité. Cette différence compte, parce qu'elle détermine la manière dont une société transforme une menace visible en vigilance durable sans tomber dans la peur permanente. Un premier cercle réunit celles et ceux qui vivent dans la sécurité au jour le jour, soldats, enseignants, chauffeurs de nuit, familles des zones frontalières.
Pour eux, l'interception n'est pas un concept géopolitique, mais une nuit qui aurait pu basculer en quelques minutes. Les images d'armes empilées produisent un mélange de soulagement et de gravité. Un geste utile, à leur échelle, consiste à partager l'information vérifiée localement sans amplifier les rumeurs. Ici, la vigilance collective progresse quand chacun comprend le comment autant que le quoi, et quand la prudence devient une habitude plus qu'une injonction. Un deuxième cercle concerne la diaspora et les observateurs éloignés géographiquement mais proches émotionnellement. Confrontés à des récits internationaux simplifiés, ils cherchent des repères stables. L'affaire devient alors un point d'ancrage méthodologique. Preuves, procédures, traces. Un pas concret consiste à comparer systématiquement les narratifs aux éléments documentés, puis à relayer les analyses qui explicitent les liens plutôt que celles qui excitent l'indignation. Cette posture ne cherche pas à aligner les opinions, elle protège la conversation. Un troisième cercle rassemble celles et ceux qui veulent comprendre les mécanismes, étudiants, journalistes, chercheurs, citoyens attentifs. Pour eux, l'événement offre une matière d'étude rare. Comment un réseau se cache, comment une preuve se consolide. Donc comment une société réagit quand la menace devient visible? Un exercice simple s'impose. Apprendre à poser la bonne question, quelle preuve relie quoi, avant d'adhérer à un récit séduisant. Dans ces trois cercles, une même intuition émerge, la protection commence par l'attention aux signaux faibles, après la crise, la réponse annoncée s'organise comme une feuille de route destinée à convertir une interception ponctuelle en capacité durable. L'objectif n'est pas de célébrer l'événement, mais d'institutionnaliser la méthode afin que la prochaine alerte trouve un état plus rapide, plus lisible et plus difficile à surprendre. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, cette logique privilégie des actions mesurables plutôt que des proclamations, et elle se juge sur des indicateurs simples. Détection plus précoce, preuves mieux préservées, cette coordination plus fluide. D'abord, il faut sécuriser la chaîne du renseignement aux frontières. Chaque poste doit disposer d'un dispositif de détection connecté et d'un officier d'analyse dédié avec une montée en charge rapide. La mesure de suivi est opérationnelle. La capacité à repérer un schéma de convergence avant sa phase finale, puis à déclencher une fermeture coordonnée en temps réduit. Ensuite, il devient nécessaire de formaliser la chaîne de preuves comme un standard national. Les équipes médico-légales, les unités d'intervention et l'administration judiciaire appliquent un protocole unique, inventaire, photographie, numéro de série, interrogatoire séparé, archivage sécurisé. L'indicateur n'est pas politique, mais judiciaire. Solidité des dossiers, traçabilité continue, et réduction des zones d'incertitude exploitables par des récits concurrents. Puis vient la création d'un pôle judiciaire spécialisé pour les crimes transnationaux liés au flux d'armes. Rattaché au niveau exécutif, il doit instruire vite sans fragiliser les procédures. Deux critères permettent d'évaluer délai d'instruction et taux de dossier consolidé sans rupture de preuve. Dans le même mouvement, il faut structurer une coopération régionale régulière, non ad hoc. Les services échangent des signaux faibles, conduisent des audits croisés et testent des opérations conjointes. La performance se lie dans la fréquence des échanges et leur capacité à survivre aux tensions politiques. Enfin, inscrire la méthode dans l'éducation civique complète l'ensemble. Il s'agit de normaliser la vigilance et le sens critique. L'évaluation est culturelle. Capacité du public à demander quelle preuve relie quoi avant d'adhérer à une rumeur. Dans les dernières heures, une image remplace les discours. Le métal chauffe, rougit, puis coule, comme si la peur suivait le même chemin en perdant sa forme. Ce qui avait été conçu pour dominer devient matière brute, promise à un autre usage. La transformation est lente, visible, irréversible, et elle dit quelque chose que les communiqués n'osent pas toujours formuler. Une menace arrêtée peut être convertie, mais seulement si la preuve reste intacte. Le capitaine Moussa Kaboré réapparaît alors comme le fil discret du récit. Il tient un fragment fondu, souvenir compact de la nuit du 16 août, quelques minutes de décision, une synchronisation trop propre, puis la route fermée avant l'irréparable. Autour de lui, des regards silencieux comprennent sans explication.
La victoire n'est pas spectaculaire, elle est pédagogique. Elle montre qu'un État gagne quand l'attention précède la panique et quand l'archive vaut plus que la rumeur. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré observe cette scène avec une lucidité épuisée. Rien ici ne relève de l'héroïsme facile. La leçon est plus exigeante. La souveraineté ne tient pas à un instant, mais à la répétition de la preuve. La preuve répétée crée la confiance durable. L'histoire du 16 août ne se prolonge pas comme un slogan, mais comme une invitation à la maturité civique. Ce qui a été montré n'est ni une victoire définitive, ni une promesse d'immunité. C'est une méthode rendue visible, relier des faits, consolider des preuves, accepter la complexité sans la réduire à un récit commode. Dans une époque saturée d'images rapides, ce choix a une portée sociale. Il rappelle que la confiance publique ne naît pas de l'emphase, mais de la cohérence répétée. Prolonger ce récit peut rester simple, en parlant sans invective, en comparant les affirmations aux éléments documentés, en gardant l'habitude de demander comment une conclusion est reliée à une preuve. Ces gestes modestes n'alignent pas les opinions, mais ils élèvent la discussion et protègent l'espace commun. Alors, au-delà d'Ibrahim Traoré et d'un pays, une question demeure. Comment transformer une nuit critique en vigilance durable sans laisser la peur guider la suite ?